Salut l'équipe. À seulement 21 ans, son body count est largement supérieur au mien. Normal, vous me direz, vu que je parle de match NBA. Et 100, c'est bien pour faire un premier bilan. Et quel bilan! En un peu plus d'une saison NBA, doucement mais sûrement, Victor Wembanyama a remis les Spurs sur la carte. Rookie de l'année, futur All-Star et officieusement, en attendant mieux, meilleur défenseur NBA. Alors je veux bien que les scientifiques de la NBA non diplômés m'expliquent qu'on en fait trop. Moi, je crois surtout qu'on se rend pas assez compte. Après, c'est sûr que si on attend que Wemby soit double MVP unanime et triple champion NBA dès cette saison, bon, déjà, faut retourner au CP. Et de deux, je comprends mieux certaines frustrations, comme moi, à la sortie de Gladiator 2. Mais je vous rassure, pour les suites, Victor Wembanyama est bien meilleur que Ridley Scott et la sienne sera 1000 fois plus réussie que cette daube indigeste sans idée. 100 matchs, ça va vite dans une carrière, mais Victor, lui, va encore plus vite. Et les Spurs semblent plutôt bien s'accrocher au rythme infernal imposé par l'alien. En 2025, Victor pourrait bien découvrir pour la première fois de sa jeune carrière la post-season et ainsi accélérer encore un petit peu plus le fil de son histoire. Comme quoi, on peut avoir un gras body count et être ultra précoce. Salut l'équipe, on est en 2025 et en 2025 c'est toujours le first des shows. Tous les jeudis vous nous retrouvez, vous le savez, vous en avez l'habitude depuis des saisons. Il m'a manqué, je suis content d'être venu là, mais vous m'avez beaucoup manqué les amis. Thomas Dufan et Stephen Brun sont là, comment ça va? Ça va super, ravi d'être là aussi. Ça va Steph? Salut Thomas, salut Arwan. Un peu de sourire Steph quand même. Oui, on va rigoler après, voilà, toujours là, très content d'être là, avec mon manspreading, et ouais, je suis dans mon canapé avec mon gars sûr, ça me fait chier devant les commentaires. Non, arrête. Mais moi je suis bien installé. Non voilà. Alors, donc, Non. Ah ben voilà, t'as ri. Merde. Alors pour tout vous dire, avant l'émission, Steph a dit le premier qui rit pendant l'émission. Bon, c'est un FDP dans le meilleur des cas avec sa maman et puis donc Steph Bichette, on embrasse Mounette. Ah, Mounette. On embrasse ma Mounette. Bravo à Tom Servino qui m'a parfaitement remplacé pendant les 3 semaines où j'étais pas là. J'ai regardé l'émission, je vous avais été très bons les amis. Bravo aussi qui était sur le canapé, mais un shout out à la blague de Tom Servino sur ma calvasse. Ça, va falloir arrêter au bout en 2025. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, je suis chauve. C'est acté. On va arrêter de faire des blagues sur les chauves. Au contraire, on va continuer parce qu'on adore ça. D'accord. Ça va être une longue année. Comment ça va, mon Steph? Très bien, pleine forme, merci. Est-ce qu'on a quelques belles résolutions en 2025? Non, parce que je suis un mec irréprochable dans ma vie, donc j'ai rien à changer. C'est vrai? Ouais. Les jets de raquettes, tout ça et tout, on essaye pas d'être un peu meilleur. Peut-être éviter les têtes contre tête sur un tournoi de paddle ou un tournoi de tennis quelconque, éventuellement. Non, mais diminuer en tout cas, diminuer, pas enlever complètement. Diminuer. Non, mais écoute, tout va bien. J'ai fini l'année 2024 avec toi au All-Star Game. C'est bien marié. Oh, on a bien rigolé, on a passé des bons moments. Puis voilà, je suis content d'être de retour très tôt pour 2025, les amis. Justement, c'est parfait. Tu pars du All-Star Game et ça nous fait une transition parfaite pour commencer la première annonce de l'émission. C'est rendez-vous dimanche. On n'a pas oublié les bonnes habitudes. 16h, je serai avec Thomas Dufan pour commenter le match entre la JDA Dijon et Lyon-Villeurbanne. C'est sur évidemment la plateforme DAZN. C'est pas le match en gratuit parce que le match en gratuit c'est juste après à 19h et c'est la très belle affiche entre Paris Basketball et Bourg-en-Bresse. Ça sera commenté par Clément Alberstadt et Monsieur Stephen Brun. Ouais, en direct de l'Accor Arena dimanche à 19h. Le Paris Basketball 4e contre Bourg-en-Bresse 5e. Voilà, c'est une belle affiche qu'on pourrait éventuellement retrouver en Leaders Cup, le tirage de Leaders Cup qui a lieu la semaine prochaine. Exactement, on va suivre ça. Et puisqu'on parle donc de DAZN, le LNB DAZN Club est sorti cette semaine, émission un petit peu spéciale autour du Young Star Game, Thomas. Ouais, absolument. On a fait la draft avec deux anciens de légende du basket français qui étaient assis à nos places, Mousse Sonko et Antoine Rigaudot. On a pris le temps de discuter de chacun des joueurs qui ont été sélectionnés. Et puis on a fait un petit débat sur Nolan Traoré, donc à suivre bien sûr pour tous ceux qui veulent découvrir le basket français ou qui aiment ça. Émission à retrouver sur la chaîne YouTube évidemment de First Team. On reste dans les matchs, alors là on va changer un petit peu de championnat puisque vous le savez, tous les lundis soirs dans le Big Monday à partir de 22h, c'est le NBA Classic Games et ce lundi on vous propose du très lourd retour en 2012, une confrontation entre les New York Knicks de Carmelo Anthony et J.R. Smith face à Derrick Rose.
Ça se passe au Garden. Je peux juste vous dire que Carmelo a été extraordinaire, que c'est un match d'anthologie et qu'on est content de revoir ces légendes. Steph, revoir Derrick Rose avec qui on vient de vivre cette cérémonie, c'est bonnard. Ouais, toujours sympa de se remémorer les Derrick Rose prime, bien juteux, capable de mettre des énormes tomards. Et puis voilà, J.R. Smith, c'est toujours un plaisir de voir J.R. Smith sur le maillot d'Enix, que j'ai vu récemment là en courtside faire un bon check avec les LeBron James. Voilà, et LeBron qui lui a dit mais pourquoi t'es parti de l'autre côté je te rappelle sur cette fin de possession, sur cette fin de. Je pense qu'il aura jamais la réponse. Hein. Non, et nous non je sais plus. même pas si lui là. Et nous non plus. On commence cette année avec un nouveau partenaire et ce nouveau partenaire c'est Education First. Alors c'est quoi Education First? C'est les leaders mondiaux. C'est les leaders mondiaux sur des voyages linguistiques. Le concept il est plutôt simple. Hein. C'est donc de partir étudier à l'étranger. Alors ça peut se faire sur 2 semaines, ça peut se faire sur quelques mois, ça peut se faire sur une année. Tout est compris, les places, les cours, l'hébergement, le repas. Et vous pouvez donc voyager aux États-Unis, aller par exemple à Pasadena, magnifique, faire progresser votre anglais et en plus faire un camp de basket. Tout est pris en charge. Faut pas vous bénéficier évidemment d'infrastructures. Vous voyez les images plutôt de qualité pour parler un anglais à la Bilal Koulibaly et non pas à la Aaron Abotret. C'est beaucoup mieux. Et donc vous n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et avec First Team, vous avez évidemment 10% de réduction. Ça vaut le coup quand même quand on est un jeune fan de basket qu'on rêve des États-Unis de faire ce genre de trip. Ouais, ça. Et puis c'est même un truc important. Aujourd'hui, tout le monde doit parler anglais. C'est ce qu'on dit à la jeune génération. Tant qu'à faire, allier à la fois des infrastructures de malades, des voyages dans le pays qui nous a fait rêver, nous, quand on était un petit peu plus jeunes, et puis revenir avec un bagage scolaire un peu plus important. Donc ouais, on vous conseille vraiment de le faire, c'est important, même pour se découvrir soi-même. Tu reviens des États-Unis, tu peux en parler. Tu peux dire que d'aller tout seul découvrir un autre pays, ça peut être important pour soi. À 42 ans même. À même Oui, on s'est découvert tout seul aux États-Unis. Ça, c'est assez incroyable. On rappelle donc, apprendre l'anglais, faire des cours, un camp de basket et aussi on visite des infrastructures. Par exemple, ceux qui voudront aller à Pasadena, on pourra visiter la salle des Clippers, la salle des Lakers, avoir des petits insides aussi pour vivre vraiment l'expérience à fond. Allez, on se plonge dans le sommaire de l'émission. Il n'y a pas grand-chose qui a changé en 2025. Il y aura des news. On va revenir avec Gershon Yabusele, qui est très bon. Et je voudrais avoir ton avis, Steph, parce qu'on t'a peu entendu sur notre Dancing Beer depuis ce début d'année. On reviendra aussi sur quelques retours et un buzzer beater exceptionnel, historique quasiment, on peut dire. On ira sur le débat autour des Cavs, parce que hier soir, il y avait un match qu'on attendait tous. Si on n'a pas été déçus, on fera un débrief et puis on ouvrira évidemment sur les Cavs, parce qu'ils réalisent tout simplement un début de saison fantastique. La palette, elle sera sur Kawhi Leonard, qui a fait 2 petits matchs et on va voir un petit peu où il en est, notre ami Kawhi, physiquement. Et puis on finira comme d'habitude par le quiz en espérant que 2025 commencera mieux que 2024 a fini pour moi, si tu vois ce que je veux dire. Bah écoute, tant mieux, on est ravis. On est prêts les garçons? Ah ouais, on est Allez, chaud. c'est parti pour les news. Allez, on va commencer avec Gershon Yabusele qui hier soir une nouvelle fois s'est illustré en l'absence de Joel Embiid. 21 points à 5 sur 7 à 3 points pour Gershon Yabusele. Une victoire importante dans un match du bas de classement de la conférence Est. 21 points, 8 rebonds, 3 passes décisives. Steph, je vais commencer avec toi. Oui. Gershon, il fait kiffer. Que ça soit en sortie de banc, que ça soit titulaire sur un poste de pivot quand Embiid et Drummond ne sont pas là, Gershon répond tout le temps présent. Oui, il passe rarement à côté des matchs, même si de temps en temps il est moins prolifique au scoring, mais il est toujours important dans cet effectif des Sixers qui a souvent été décimé et qui essaye de remonter le plus haut possible dans cette conférence Est. Il est efficace à 3 points. Il a exactement les mêmes stats au Real Madrid qu'aux Sixers en ce moment. Il met dedans à 3 points, il y a de l'activité, il va au rebond. On pouvait penser que finalement, c'était pas un énorme rebondeur en Euroleague. On pouvait penser que ça allait être une carence pour lui en NBA. Finalement, non. Il va au charbon. Il va prendre des rebonds. Et puis, il est dans l'équipe. Je vais pas dire idéal, mais quand tu es dans une équipe où Joel Embiid joue un match sur 2, un match sur 3, tu sais que tu vas avoir beaucoup de minutes et pas mal de responsabilités. Voilà, maintenant, Gershon, il a parié sur lui. Je pense que son pari est gagnant et que l'année prochaine, son banquier pourra l'appeler en disant merci Gershon, on a perdu un peu de sous cette année, mais j'ai l'impression qu'on va en gagner pour les 4-5 prochaines années. Écoute, tu m'as mangé un petit peu ma relance avec Thomas, c'est que le pari, on a l'impression qu'on est début janvier, que le pari est déjà gagné. Sur le principe, oui. Le problème d'une carrière d'athlète, et Steph m'en parlait plus que nous, c'est qu'il y a beaucoup d'aléas. Et ce qui compte pour Gershon, c'est d'arriver au bout de cette saison en pleine santé et d'aller et de pas avoir de soucis de blessure, etc. Pour l'instant, il est d'une fiabilité à toute épreuve et c'est quand même l'un des rares joueurs au sein de l'effectif sur lequel Nick Nurse peut compter. Tu l'as bien dit, quel que soit le rôle, sortie de banc, titulaire, poste 4, poste 5, il est très adroit, il finit encore à 5 sur 7 à 3 points. Il a 36,4% à 3 points. Fait. Et hier, mine de rien, il finit top 10, il finit premier du top 10 de la NBA avec ce compte sur Bilal Koulibaly à la dernière minute. Donc c'est aussi des images marquantes et puis on a aussi tous les feedbacks de ses coéquipiers. Tous sont
interloqué sur le fait de mais qu'est-ce que tu faisais en Europe, ta place est en NBA. Donc ça chie encore sur le basket européen comme ça. Pas moi, mais ses coéquipiers disent c'est un joueur NBA, on comprend pas ce que t'as fait pendant 3-4 ans à être en Euroleague. Nous, pour notre plus grand plaisir, hein, disons-le. Tu sais ce que j'aime avec Gershon, c'est que tu le disais, c'était affilié au Real, et mine de rien, même si c'était l'un des meilleurs postes 4 d'Euroleague, mais il était dans un confort. Il était dans un confort en Euroleague et tu voyais que des fois défensivement, des fois au rebond, il y avait un peu quelques largesses parce que le Real avait de la marge. Et quand il est venu en interview ici, il nous a dit mais moi à part la NBA, il y a rien d'autre que le Real. Je suis trop bien là-bas. Et on sait qu'il était bien Gershon et que quand t'es bien dans un club et que t'es installé, que t'as un statut, tu t'autorises des fois de défendre sur des matchs quand ça t'arrange, d'aller au rebond quand ça t'arrange. Là, il s'est complètement remis en question en NBA et chaque match pour lui, c'est comme un mec qui vient faire un essai. Tu vois, il a cette espèce de rage. Il a réussi aussi à se mettre, à sortir. Alors, pour le coup, j'aime pas trop cette expression qui est parfois galvaudée, mais il est complètement sorti de sa zone de confort. Mais t'as raison, parce que au Real, il connaissait ses coéquipiers par cœur, il connaissait l'importance qu'il avait dans cet effectif-là. On se rappelle que Gershon faisait partie de la night à Athènes avec Thomas Hurtel. Il y en a un qui s'est fait dégager et un autre qui est resté. Donc, ça veut dire que le statut, il l'avait, Gershon. Et il a compris que pour changer de statut en NBA, il devait faire d'autres choses qu'il ne faisait peut-être plus ou plus rarement au Real Madrid, c'est-à-dire se mettre des pelées défensives, être capable de tenir des duels sur des petits, aller au rebond offensif, aller au rebond défensif et ne pas avoir de up and down en termes d'intensité et d'énergie. Et il l'a, voilà. Après, quand t'es au Real Madrid et que t'es poste 4 titulaire de temps en temps et qu'il y a énormément de matchs comme ça, tu peux te permettre, surtout que t'as des rotations derrière et que t'avais de la marge. Le Real ne l'a plus. Cette année, ils sont plutôt en difficulté en Euroleague, mais t'avais de la marge à l'époque quand il était là, donc tu pouvais éventuellement être à 60, 70 ou 50%, Erwan. 50%. Thomas, j'ai une question un peu bâtarde pour toi, comme j'aime bien. Est-ce que le fait que le projet collectif des Sixers, ils prennent complètement l'eau, avec beaucoup de blessures, avec des résultats minables, est-ce que c'est finalement un mal pour un bien pour Gershon? Non, je pense pas. Je pense que Gershon aurait été bon quoi qu'il arrive. Si Joel Embiid avait été à 100%, si Paul George avait signé 212 millions et qu'il avait prouvé qu'il valait 212 Pourquoi millions. tu parles de Paul George, il est là-bas? Ah oui, il paraît. Non, je pense que quoi qu'il arrive, il aurait été bon parce qu'il a un profil et on l'a beaucoup dit qu'il n'existe pas dans l'effectif. Leur autre poste 4, c'est Cody Martin. Caleb Martin. J'ai un doute. Bref, Martin, le frère jumeau, c'est Caleb. Donc, il a un profil que personne n'a au sein du roster et il a surtout une efficacité du très 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 haut niveau. Tu vois, tu parlais du Real Madrid, mais en fait, c'est le Gershon qu'on voit en équipe de France chaque été. Donc, sérieux en défense, ultra physique et très adroit. Franchement, vu les qualités qu'il a, c'est un joueur NBA qui, et on l'aurait souhaité nous, aurait dû s'installer sur le poste 4 à côté de Joel Embiid s'il avait pu jouer tous les matchs. Donc non, moi je pense que quoi qu'il arrive, lui, il suit sa trajectoire. S'il n'y a pas de blessure, ce sera un gars qui devrait signer un beau contrat NBA à l'intersaison. C'est tout ce qu'on souhaite à notre Gersh national de bien finir la saison. Et puis l'image est sympa, le petit trash talk sur Bilal. Oh, fantastique. Bilal qui sourit. Oui. Ah, ils allaient pas se mettre un front, un mauvais délire. T'imagines? Non, j'imagine pas du tout. Mais vous savez ce qu'il a dit? Tu me diras, Manu Koné et Gendouzi, ils ont fait tête contre tête, dans le derby de. Oui, mais c'est des footeux. Nous, on est l'un des sports les plus intelligents. Oui, c'est vrai. Et on a adoré la petite déclat de Gershon qui dit, mais je sais exactement ce qu'il allait faire. Voilà, le dribble, l'accélération et de le pousser un petit peu. Il le prend comme il faut au contre, là, comme ça. Dommage que Bilal ait un peu laissé échapper la balle sur son attrape. En tout cas, on souhaite à Gershon donc de bien finir cette saison, de signer un bon contrat et d'arriver avec le moral et un physique à 100% pour l'Euro cet été. Ah oui. Lui, il est de retour. C'est Zion Williamson. Ça fait longtemps qu'on l'entendait. Il n'avait pas joué beaucoup de matchs. On en a parlé d'ailleurs dans Undrafted. Vous pouvez aller voir l'émission sur la chaîne NBA Europe. Zion est de retour, Tom. Et honnêtement, on est content. On a vu un Zion. On commence toujours par ça. Affûté. On va même pas aller sur les stats. Oui. On va se dire qu'on a vu un Zion sur ce premier match-là. Avec 22 points, 6 passes, donc 6 rebonds et 4 passes, on a vu un Zion peut-être jamais autant affûté que ça. Ouais, mais clairement, je pense que ça a marqué tout le monde, sur les premières images. Quand tu le vois de dos, il est tracé, il est bien en V, comme tous les athlètes devraient être. J'ai pas Michael Phelps non plus, hein. C'est pas, ouais, bon, écoute, ça t'appartient, j'aimerais bien les voir torse nu tous les deux. Mais, en tout cas, tu le vois bien sur son visage, tu le vois bien. Il y a toujours ce doute sur est-ce que son corps pourra tenir, l'enchaînement des matchs, saison après saison. Déjà, il a l'air d'avoir compris qu'il fallait qu'il soit au top physiquement pour pouvoir revenir à un bon niveau. Je le trouve vraiment très très fit. Maintenant, il faut qu'il enchaîne les matchs pour récupérer son rythme de match. Steph, t'es hypé par le retour de Zion? On est toujours content de voir un garçon comme ça sur le terrain. Maintenant, comme Thomas a très bien fini, moi j'attends de voir qu'il enchaîne des matchs en fait. Si les Pelicans en sont là aujourd'hui, je vais pas dire que c'est de sa faute parce qu'il est pas responsable de ses blessures, même si parfois il y a certains mecs qui se blessent qui sont responsables de leur corps.
c'est un phénomène. Maintenant, il a quoi, 23, 24 ans. C'est déjà sa 6e saison, le voilà. L'année dernière, les Pelicans ont fait leur meilleure saison parce qu'il a joué 70 matchs. Le problème, c'est que quand il joue pas, cette équipe, elle n'existe pas. Surtout tout le monde se pète dans cette équipe. Ingram, Alvarado, Beber Jones, Dejounte Murray, CJ McCollum. Tout le monde a été pété à un moment donné. Donc cette équipe, elle est dernière, je crois, bien de la derrière. Conférence Ouest. Donc avant-dernière de la ligue. Donc déjà à suivre, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la fin de saison. Et puis Zion Williamson, oui, c'est toujours le point d'interrogation. Maintenant, ça fait longtemps qu'on en parle comme un point d'interrogation. Maintenant, ce serait bien que ça soit un joueur prépondérant de la ligue et qu'on puisse commenter ses performances au quotidien et non pas une fois tous les 3 mois quand il fait un retour. Il a déclaré qu'il lui faudrait 3-4 matchs pour retrouver sa forme de match. Pas son jus en tout cas. Oh la vache, quel le connard. petit windmill 360 correct. J'ai vraiment l'impression que mes jambes répondent déjà. No shit, bro. Durant ma rééducation, ma concentration était un peu plus extrême. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu sur le plan physique, mais gagné. Mais en fait, alors, c'est un dunker d'exception, mais revenir après autant d'absence et envoyer parce qu'il a pas mis que ce Tomar là, il a mis des alley-oop, il a mis d'autres Tomars. Donc ça, pour le coup, c'est toujours un bon signe pour Zion. On souhaite aux Pelicans, en tout cas, que ça dure et que Zion puisse enchaîner les matchs. Lui, ça fait longtemps qu'il n'enchaîne pas les matchs, mais il pourrait revenir. C'est qui? C'est Paolo Banchero. Paolo Banchero qui pourrait revenir vendredi. Vendredi, c'est demain, hein. Ou c'est aujourd'hui si tu regardes l'émission. Enfin bref, tu m'as compris. Ou c'était avant-hier si tu regardes dimanche. Paolo Banchero, il est out depuis le 30 octobre. Le Magic donc devrait faire passer Banchero sur le statut de questionable s'il est sur l'injury report. Un retour probable donc vendredi. Ça serait face à Milwaukee. Pas simple. Pas simple. De se prendre Giannis Bunyabun pour revenir. On a vu le bilan du Magic sans Paolo Banchero, on peut rajouter sans Wagner, sans les Wagner, sans Suggs, qui a pas joué. C'est important qu'ils reviennent quand même pour cette équipe-là qui nous régale sur ce début de saison. C'est une très belle surprise de Magic, mais qui est quand même décimée par les blessures, mais qui arrive toujours à gagner des matchs. Ouais, c'est une équipe sérieuse, une équipe qui défend. On a beaucoup parlé de Jamal Mosley, le coach, et c'est bien normal. Ils ont réussi à garder un semblant de dynamique, alors que normalement, quand il y a des blessés, bon, 1, on continue à jouer. 2, ça commence à être un peu embêtant. 2, 3, 4, 5, ça commence à être compliqué, sachant que les 2 meilleurs joueurs ne sont plus sur le terrain. Moi, ils me bluffent. Maintenant, ce type de saison-là, à ce moment de la saison, elle doit permettre à d'autres mecs de continuer à éclore. Mais le but, c'est quand même d'aller en play-off et de prendre de l'expérience avec un maximum de joueurs. Donc, le retour de Paolo Banchero est hyper important. Et sa course pour le All-Star Game est out, alors qu'on l'imaginait y aller assez facilement. Donc, lui, il va falloir qu'il reprenne son rythme, qu'il reprenne sa place au sein de l'effectif. Et surtout, il va pas falloir casser la dynamique positive de son équipe. Paolo Banchero, cette saison, c'était que 5 matchs. Ouais. Un match à 50 points et des stats. Ouais. Il était parti quand même pour être clairement All-Star. Bien sûr. Il était parti pour tout arracher, mais c'est une équipe que moi j'aime, que j'apprécie. C'est une équipe qui, mine de rien, on les pensait morts avec toutes ces blessures. Et de temps en temps, ils venaient taper un gros à la surprise générale en disant putain, ils ont quand même. On aime bien ça. Ils ont quand même du cœur. Goga Bitadze qui fait un boulot énorme. Et puis j'ai mon petit coup de cœur, le petit Tristan da Silva, le frère du joueur du Bayern, qui pour sa saison rookie, qui fait quelques très très bons matchs. Donc il y a quelques bons joueurs. On rappelle, c'est une équipe qui est ultra jeune. J'ai un peu les boules quand même de pas les voir faire une saison au complet, donc on attendra la saison prochaine le retour de Mo Wagner. Après, en vue de l'Euro, si les Franchins sont pas là, ça laissera peut-être une chance à l'équipe de France pour être championne d'Europe. Tristan da Silva qui n'est pas portugais, qui est bien allemand. Qui est allemand. Oui, allemand. Hein. Bien sûr, comme son nom le laisse paraître. Calmement. On va finir avec Brésilien allemand. Brésilien, ouais, tout c'est à fait. On aime ce genre de Tu vas où? Oui, d'accord. On aime ce genre de Oui, mix. tout à fait. De nations cousines, c'est ça que je veux Il dire. s'appelle Tristan plutôt que Tristan. Non, le métissage, quoi. Le métissage de Non, mais l'amour. bien sûr, on sait que l'Allemagne est très proche du Brésil et de l'Argentine, c'est ça que tu veux nous dire, bien sûr. C'est pas du tout destination première pour les vacances, mais C'est pas du tout là où je voulais aller. Je veux dire que la mixité, le métissage, Ah oui, voilà, très on bien, aime. d'accord. C'est des beaux garçons. Ah, c'est des très beaux garçons. Ça fait des très beaux garçons, exactement. Il aurait pu être mannequin. Oh là, le bourbiac, Oh non, on leur dit. Oh, le bourbier, mon frère, dans lequel il m'a envoyé dérapage contrôlé. Et pour contrôler ce dérapage, on va aller sur le buzzer de la semaine, le buzzer de la saison, l'un des buzzers peut-être même de l'histoire de la NBA. C'est Trae Young face au Jazz, qui va mettre ce panier incroyable. Qui a commencé avec cet incroyable tir de Colin Sexton. Déjà, Colin Sexton. Ah et oui. on voit tous les joueurs. Regarde, DeAndre Hunter, pour lui, il a perdu. Et il y a que... Mais c'est une prolongation, il y a égalisation. Trae Young, il y a que Trae Young qui y croit. Et là, il va mettre cette espèce de tir incroyable là-dessus, Steph. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est le talent et le génie d'un joueur. Pas grand-chose à faire. Je trouve qu'il y a un petit peu de... Ouais, d'accord, on est comme ça. Allez, je la garde. Je trouve qu'il y a un petit peu, je vais pas dire suffisance, mais d'excitation de la part des joueurs du Jazz après ce 3 points où le ballon est à moitié perdu de Colin Sexton.
je trouve que ça replie trop vite derrière derrière leur partie défensive, et que Trae Young, ce petit filou, il voit que Utah est un peu en train euphorique en disant prolongation, il dit vite fais la remise en jeu, je vais peut-être avoir un peu d'espace pour prendre un peu de vitesse. Donc bien sûr que c'est un tir qui est normalement à petit pourcentage, mais ce petit pourcentage là, le Jazz aurait peut-être pu l'annihiler en étant un peu plus près défensivement tout de suite sur la remise en jeu. Un peu plus au contact. Exactement, au contact. Toi, c'est des actions comme ça, après on est juste... Ouais, vous dites ça comme s'il n'y avait pas Colin Sexton qui était face à lui. Vous êtes un peu mais le dur. problème, c'est que Non, je vous vois. Stephen. d'accord, mais vous avez compris ce que je veux dire. À la fin, il y est, sauf qu'il y a toute la première partie où il est tout seul, Trae Young. Tu as raison. Il n'empêche qu'il y a un mec qui met le tir le plus lointain, le 7e tir le plus lointain de l'histoire de la NBA. D'accord, mais quand il reçoit la balle, ça veut dire qu'il lève la tête, il voit exactement le temps qui reste, il voit qu'il n'y a personne devant, il peut prendre ses appuis. Là où je rejoins Steph, c'est que il fait 3 dribbles tout droit, il se donne de l'élan. Oui. Voilà, vous avez entièrement raison. Il y a que mec qui met un tir de son camp. Oui, peut-être qu'ils ont dû faire un overplay à Colin Sexton. Après avoir célébré son tir incroyable. J'ai pas dit que c'était un tir facile. J'ai dit que le Jazz aurait peut-être pu le rendre un peu plus dur. Voilà. D'accord. Même si c'était déjà dur en lui-même. J'ai l'impression que c'était la dernière news pour mettre un petit peu de bon cœur à tout le monde. Ça finit détruit la défense quand tu tires comme ça. Ça finit en débat et limite en front. Bon, écoute, du coup, on espère que dans le débat qui arrive, il y aura un peu plus de plaisir et de sourire. Le débat tout de suite. Hier soir, l'affiche à suivre en NBA, c'était les Cavs qui recevaient OKC, la meilleure équipe de l'Ouest qui se déplaçait chez la meilleure équipe de l'Est. Pourquoi c'était un match à ne pas rater? Pourquoi c'était un match historique? Thomas nous en a parlé dans Clutch. Il y a plusieurs trucs historiques. Jamais dans l'histoire de la NBA, donc juste 75 ans d'histoire, c'est pas grand-chose, jamais deux équipes avec des séries comme 15 victoires et 10 victoires ne s'étaient jamais affrontées. Donc ça, c'est magnifique. Ça, on adore. Le truc, c'est que c'est la première fois dans un match de saison régulière que deux équipes qui sont à 85% de victoires s'affrontent dans un match interconférence. Donc on est vraiment dans le top du top du top du top. Il y en a une qui était bien, c'est les deux équipes qui ont le plus de différentiel match par match. C'est-à-dire que OKC gagne ses matchs de 12,1 points et les Cavs de 11,8. Oui, ils sont pas seulement bons, ils mettent des roustes à tout le monde. Donc, Bah, Steph, très discipliné pendant les, très discipliné, Stephen, pour ce début d'année 2025. Indiscipliné, plutôt. Très indiscipliné. Ouais, même moi, j'en perds les mots tellement que tu me perturbes. Clutch, on vous le rappelle, c'est tous les mercredis et les vendredis à 17h sur la Wina TV. Heureusement que c'est moi qui ai parlé parce que je sais pas ce que j'ai dit là. Si, tu parles. Non, mais pendant que Stephen est en train de raconter voilà. Tu disais c'est historique, deux équipes qui ont une série à plus de 10 victoires qui s'affrontent, voilà. Frère. Finalement, les Cavs se sont imposés donc hier soir 129-122 dans un très bon match de basket pour une saison régulière. Messieurs, honnêtement, on a eu le match qu'on voulait voir. Exactement. Parfois, les grosses affiches comme ça de la NBA font pchit. Là, on a eu un bête de match serré de bout en bout. Ok, c'est les Cavs qui en sortent. Mais tu sais, parfois, on parle... tu parlais de galvaudage tout à l'heure. Parfois, il y a des matchs de saison régulière où on dit il y avait une ambiance de play-off. Tu sais, c'est un peu surfait. Hier, l'ambiance était exceptionnelle du côté de Cleveland. Tu sentais que c'était un moment, tu vois, un peu bascule pour les deux équipes. Il y a une série à continuer. Il y a tout le monde qui parle de ce match dans le pré-game et les deux équipes sont venues ultra concentrées. Et le premier truc que j'ai adoré, moi, c'est que tu sais, hier dans le clutch, tu disais le Thunder a réussi des matchs et a inversé des tendances, ce genre de choses. Ils savent très bien que les Cavs ils sont de loin la meilleure équipe sur le premier quart-temps. Ils ont fait quoi, le Thunder? Ils sont arrivés avec les dents comme ça. Ils le gagnent 32-25. Je me suis dit, ok, on a deux équipes qui sont à très très haut niveau de concentration. On aura une belle rencontre et c'est exactement ce qu'on a eu. Écoute, ce que j'ai aimé, tu parlais de playoff, c'est que en général c'est en playoff que tu vois des t-shirts ou des slogans et tout ça. Et là il y avait le hashtag Let Them Know. Faites-leur savoir de Cleveland, faites-leur savoir que nous on est prétendants au titre NBA. Et je crois que c'était juge de paix pour Cleveland qui, malgré ce début de saison exceptionnel, je crois qu'on n'a pas été mis à la juste valeur de ce début de saison. Ça aurait été n'importe quelle autre équipe, prétendant au titre de champion NBA. Je crois que Cleveland est un peu, je vais pas dire sous-coté, un petit marché. Ils avaient besoin de leur statement pour montrer à tout le monde, écoutez, ce qu'on fait depuis le début, c'est pas un hasard, on n'est pas des rigolos, on est vraiment prétendant à être champion NBA. Et ils l'ont montré ce soir, et je trouve que dans la salle, l'atmosphère de la salle, l'intensité du match, il y avait un peu de ça du côté de Cleveland, et vous avez raison de dire que sur un match de saison régulière entre numéro 1 et numéro 1, parfois ça fait petite. Putain, là, j'ai vu un bon match de basket, je me suis régalé. On a vu une vraie belle confrontation, on a vu des choix tactiques, on va y revenir, on a vu aussi un duo d'intérieur dominer vraiment cette rencontre, c'est le duo Jarrett Allen, Evan Mobley,
doublé. Tu le disais, Steph, avant qu'on prépare l'émission, ils ont marché un petit peu sur la raquette, un petit peu esselé, où seul ils avaient Hartenstein qui a encore fait un match héroïque, avec 18 points, 11 rebonds et 8 passes, c'est pas 5, c'est 8 passes. C'est rebond offensif, pardon. Il rajoute 8 passes. Il a été un petit peu seul. Ça a été une des clés du match. De toute manière, ce qui est bien, c'est qu'avec le Thunder, on sait comment les battre. Les dominer à l'intérieur et tenter de limiter leur adresse. Alors hier, ils font 11-35, je crois, ils sont à 35%, mais à un moment donné, Zaire Hartenstein, aussi bon soit-il, il est trop seul en l'absence de Shettelgren. Et t'as raison de commencer par ces deux mecs-là, parce qu'ils ont sorti, franchement, c'était un match prouesse pour eux. Ils ont été ultra utilisés, ils ont été ultra dominants. Jarrett Allen fait un match franchement exceptionnel par la taille, par la puissance, par la présence au rebond. Dans la fin du match, quand il reste 1:30, ils prennent 3 rebonds offensifs, c'est les deux qui les prennent, et ça change, tu sais, ça fait la bascule à un moment où c'est hyper important. J'ai aimé le game plan de Kenny Atkinson. C'est pas difficile de dire qu'on est plus grand. Mais c'est parfois difficile de pas se faire repousser et de matérialiser parce que la défense d'OKC est la meilleure de toute la NBA. Donc moi, je suis ravi de voir que cette équipe des Cavs arrive à accentuer ses points forts. On est plus grand, on est plus costaud, on va le montrer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait hier. C'est le bas blesse d'OKC. C'est la deuxième fois où on voit des matchs importants. La finale de la NBA Cup contre les Bucks, ils se font martyriser. Giannis prend 19 rebonds, je crois, et Portis et Lopez font 18 rebonds à eux deux. Là, c'est le deuxième match important où ils se font tabasser à l'intérieur, et tu t'aperçois que d'un côté, il y avait une équipe qui était au complet, les Cavs, qui se sont récupérés Max Truss, qui a été d'ailleurs très très bon hier, et tu t'aperçois que du côté d'OKC, il manque Chet Holmgren, qui est peut-être le deuxième meilleur joueur de l'équipe derrière Shea, et Alex Caruso, qui est un rouage quand même important, même si défensivement, ils ont fait la maille sur les postes extérieurs. Donc j'attends de voir ce rematch-là avec les deux équipes au complet, puisque Chet Holmgren va pallier éventuellement cette domination intérieure de Cleveland. Tu peux jouer à deux grands et tu auras forcément deux pivots sur le terrain. Exactement. Maintenant, on va rester sur Cleveland, on parlera de tactique après. Ce qu'a fait Mobley et Jarrett Allen, en première mi-temps, il y a carnage sur les rebonds offensifs. Alors ça se concrétise pas peut-être par des paniers, mais le problème c'est que tu obliges OKC à refaire une deuxième, voire une troisième séquence défensive, et ça fatigue sur la fin de match. Toutes les lectures de jeu, les flashs intérieurs, les courses de Jarrett Allen, quand il y a un grand qui a voulu jouer le rebond offensif et qui est en retard, Jarrett Allen défendu par un petit, la qualité des joueurs extérieurs pour trouver la bonne passe et la bonne lecture de jeu, et lui il arrache tout. Ils ont profité des switches défensifs, et là j'en veux un petit peu à Marc Daigneault d'avoir continué là-dessus. Il n'a pas le choix. Non. Après, quand il n'y a pas moi, en fait, moi je. Pourquoi tu fais pas un peu de contrôle avec Isaiah Hartenstein Ouais, mais Hartenstein. Moi, à un moment donné, il est obligé de gérer un problème de faute aussi, Marc Daigneault. Moi, je suis d'accord avec toi. Je dis pourquoi ils continuent de switcher, mais je crois qu'ils ont pas le choix. Non. Ils ont pas le choix. Ils ont essayé. Avec Garland et Donovan Mitchell, quel que soit leur match, tu peux pas laisser un gars derrière un pic s'amuser. Pour moi, t'es obligé de switcher sur tout. Ouais, mais oui, d'accord. Mais à un moment donné, tu vois que tu te fais détruire à l'intérieur, tu peux essayer de tenter autre chose, ou tu continues à te faire détruire dans le côté. Ils sont dans le match. Ils sont dans le match, en fait. Pour moi, Marc Daigneault, il a choisi son poison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Se faire fournir par, parce qu'il s'est peut-être dit aussi, Mobley, Jarrett Allen, c'est peut-être pas la sûre, ils peuvent passer éventuellement à travers un match. Peut-être que dans un Money Time, qui y a eu, c'est pas eux, c'est pas, ils peuvent faire une fac, le Money Time, c'est Donovan Mitchell et Garland. Et eux, ils ont réussi à les museler, notamment Donovan Mitchell, on va revenir sur la très bonne défense d'OKC. Mais ils se sont dit, dans un Money Time, j'aurais plus de chances de gagner, si j'éteins Donovan Mitchell que plutôt si je compense à l'intérieur. Moi, pour moi, il a choisi son poison. Donc, faut donner du crédit à Evan Mobley et Jarrett Allen. Mais bien sûr, énorme. Deux stats incroyables qui sont sortis, donc déjà, les stats ont cumulé sur les deux joueurs. 46 points, 22 rebonds, 13 passes, 4 steals, 2 blocs à 17 sur 24. Donc, c'est en cumulé les deux joueurs. Et c'est la première fois pour l'équipe des Cavs qu'on a deux joueurs à 20 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. C'est la première fois que ça arrive depuis 2017. LeBron et D-Wade. Improbable D-Wade, évidemment, pour ceux qui ont oublié la jouer aux Cavs. Mais ça montre aussi ce qu'ils ont produit tous les deux. Ils sont parmi les 4 meilleurs joueurs de l'équipe. Et pourtant, 20, 10 et 5, t'as ni Donovan Mitchell, ni Darius Garland qui sortent un vrai bon match en termes de stats. Donc, franchement, c'est d'abord une prouesse des deux joueurs avant de parler de quels que soient les choix défensifs de Casey. Prouesse de joueurs importante parce que le meilleur joueur de l'équipe, le go-to guy de cette équipe-là, il est passé au travers, ou en tout cas, ou les deux même, il a été parfaitement défendu par les joueurs d'OKC. Garland, il a des stats corrects, il met le tir à la fin, il met le joli lay-up. Voilà, pour moi, c'est un match très correct. Donovan Mitchell, il fait un match, ses premiers points sont à la fin du deuxième quart-temps, tu sens qu'il est très rapidement dans les tirs à lui, donc des step back, des 1 contre 1, du tir à 3 points et tout, mais il rate, il est court, il est bien défendu. Lou Dort, il a quand même cette qualité d'être toujours le corps en avant, papa, sans mettre les mains. Il est bluffant, on le sait. Malgré tout, il met que 3 tirs dans le match, mais c'est à chaque fois des tirs qui font très très mal, dont un tir à 3 points dans la deuxième mi-temps. Voilà ce que je peux retirer de Donovan Mitchell. Tu l'as dit, le tir à 3 points qui est important, et surtout le Tomar à deux mains qui vient de conclure la mi-temps et qui fait la bascule et qui fait passer les Cavs
Cavs devant sur un petit momentum de 2-3 minutes bien chaud. On sait que Donovan Sacré Mitchell, Thomas. Donovan Mitchell, il aime bien créer son tir, même si cette année, il est beaucoup plus dans le collectif, dans le passing game des Cavs. C'est quand même un mec qui aime bien dribbler, qui aime bien créer. Et je pense que la défense d'OKC, pour défendre des profils comme ça, de mecs qui veulent créer, dribbler 5-6 fois. Donc tu penses à Luka, Donovan Mitchell, Voilà, des trucs comme ça. ils ont les meilleurs défenseurs. Alors Lou Dort évidemment, mais pas que. Carson Wallace, Jalen incroyable. Williams, Carson Wallace, c'est des mecs. Au plus tu dribbles, au plus en fait ils vont réduire la distance et ils vont t'emmener dans une zone où t'as pas envie d'aller et te casser le rythme. Et hier en fait, chaque fois que Donovan Mitchell et Garland sont partis dans 4, 5, 6 dribbles, il y a rien de bon qui s'est. Il y a eu quasiment balle perdue ou choix de merde. Mais c'est la qualité d'OKC, ce pléthore de joueurs sur les postes extérieurs. Aaron Wiggins, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Carson Wallace, tous ces mecs-là qui sont durs sur les postes extérieurs. Et le problème, c'est que la carence intérieure, tu l'as dit, avec l'absence de Chet Holmgren. Et c'est vrai qu'ils sont très bons. On l'avait vu déjà in-season tournament quand ils ont pété les Mavs, ce qu'ils avaient fait sur Luka Doncic et ce qu'ils avaient fait sur les joueurs extérieurs des Mavs. Donc ils sont très bons pour défendre là-dessus. On peut ajouter à ça la performance en deuxième mi-temps contre Boston dimanche soir. On est exactement là-dedans. Intensité défensive suivante, ils peuvent plus jouer les autres. Ah ouais. Exactement. Après, pour revenir sur Donovan Mitchell, j'ai trouvé dans son attitude que de l'autre côté du terrain, défensivement, il s'y est mis et il s'est pas laissé toucher psychologiquement par son non-match offensif. J'ai de temps en temps, je faisais des focus sur lui, mais défensivement, il était là en bune à bune, il avait les cannes. Je l'ai pas trouvé impacté par son non-match et j'ai toujours trouvé positif dans son attitude en disant c'est pas grave. Et le fait que depuis le début de saison, ça marche, il est qu'à 23 points de moyenne, il joue que 31 minutes parmi les superstars, c'est celui qui joue le moins si tu compares à tous les pas de money time, donc il se repose à tous les potentiels MVP. Et je l'ai trouvé bon dans l'attitude en disant c'est pas grave, on est dedans, on va quand même le gagner et je suis mauvais, c'est pas dramatique. Et j'ai envie de mettre ça à son crédit aussi. C'est son plus petit total au scoring depuis sa saison rookie. Incroyable. Il y a un truc aussi pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est son attitude à la fin du match. Alors oui, c'est une victoire, c'est toujours plus simple de célébrer, d'avoir le smile dans une victoire. Il y a un paquet de mecs qui ont mis 6 points, gros, 8 points, là, et qui ont gagné. Quand Darius Garland met son layup, la première chose, gros plan sur Darius Garland, gros câlin avec Donovan Mitchell. D'un côté, c'est I got your back, mon gars, tu fais un mauvais match et je suis là pour toi, mais on voit le sourire de Donovan Mitchell. Et puis l'interview de fin de match de Jarrett Allen, où il vient lui mettre de l'eau et tout, mais tu sens un gars qui est ultra heureux pour son gars. C'est toi le MVP du match, on va te célébrer. En plus, il passe un petit peu, tu sais, faut voter pour lui pour l'All-Star Game. Ça, c'est des images de leader qui ne trompent pas dans un effectif qui a l'air de très bien 4 joueurs All-Star à Cleveland ou pas? Non. Ils seront 2 pour moi. Garland et Mitchell? Non, Mobley et Mitchell. La bonne attitude de Donovan Mitchell, le match. C'est une très bonne question. Le match un petit peu le match un petit peu. Faut que j'enchaîne. Le match un petit peu plus compliqué. Le match, c'est un autre débat. On pourra le faire lundi dans la libre antenne. C'est très bien. Le match un petit peu compliqué statistiquement de Donovan Mitchell. De l'autre côté, par contre, la star, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui lui, pour le coup, a rempli son rôle. Non, je suis pas d'accord sur son début de match. Alors, ok, sur son match globalement, oui. Sur son match. Mais ça fait. Il peut être meilleur que ça. Bon. Contre les Bucks en finale de in-season tournament, il passe au travers. Ça n'a rien à voir. Non, mais la prestation face aux Bucks en finale de la NBA Cup par rapport à ce match-là. Il passe au travers face aux Bucks et hier, je trouve que c'est pas... pas au travers, bien sûr. Il passe pas au travers. C'est pas un grand match. C'est pas le meilleur Shai Gilgeous-Alexander que j'ai vu depuis le début de la saison. Je trouve que son premier quart-temps est pas très bon. Non, il est pas bon. Le premier quart-temps, il met 10 points dans le premier quart-temps, non? Il a 10-12 points au premier quart-temps. Non, je crois pas, non. Deuxième, il met quelques filoches, mais le premier, si OKC est devant, c'est les tontons Williams et Carson Wallace qui mettent quelques filoches. Je trouve qu'il a beaucoup de déchets sur le début de match. Mais je rejoins Thomas pour dire que, je vais pas dire qu'il fait un mauvais match. Non, il met 31 points, le mec, bien sûr. C'est pas un match de MVP sur un énorme rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un statement de je suis MVP de la ligue. Pour 2 trucs qui sont assez clairs et qui sont très faciles, vous l'avez tous vu pendant regardant le match. La première chose, c'est qu'il est pas en phase avec son tir extérieur. À 3 points. Il fait 1 sur 6 à 3 points. Il rate des tirs à lui. Il est à 3-10 dans le premier quart-temps. 3-10, mais il est quand même à 10 points, avec des lancers francs et tout. Ouais. Ok. Oui, il va voler 2 lancers francs sur une faute de merde. Qui a pas pu au stade. Et un deuxième truc, c'est qu'il perd un nombre de ballons important sur des on l'a vu contre Boston aussi. Des passes kata, des dribbles pas assurés, tu sais, un peu de... Alors, quand il est très très fort, on dit que c'est de la confiance, et puis quand tu perds des ballons et tu perds un match, tu dis que c'est la nonchalance. Alors, tu vois? Je vois ce que vous dites, et je m'en régale, c'est pour ça que j'adore débattre avec vous tous les jeudis dans le First Day Show. Je reste persuadé qu'à un moment donné, il va mettre les paniers qui permettent à OKC de rester au contact. Ouais, mais il rate un layup main gauche à la fin, au moment où il y a une bascule, hein. Le layup main gauche, là, il est pas bon, hein. Il touche même pas le cercle et tout. Donc il y a aussi le moment, on l'a dit hier dans Clutch, qui va prendre le takeover du money time.
Tu vois, quelle star? En général, c'est ce qu'on attend. Bah là, c'était les grands et Darius Garland, et c'était vraiment pas de Shai Gilgeous-Alexander, ou quand je l'attendais vraiment pour repasser devant, qu'il y a eu le mano à mano, parce qu'il y en a eu beaucoup dans le match, c'est pas lui qui a fait la différence pour gagner le match. Il y a eu de la tactique aussi dans ce match-là, et le coup tactique, on a vu beaucoup de zones, hein, de part et d'autre. Oui, mais cool. à un moment donné, Kenny Atkinson choisit clairement de faire zone en deuxième mi-temps, et c'est une bascule. C'est une vraie bascule dans cette rencontre-là, et OKC va un petit peu se casser les dents là-dessus, à l'image de Shai. Mais il se casse les dents parce que déjà, OKC n'est pas l'équipe qui raffole du tir à 3 points et qui n'est pas la meilleure équipe au tir à 3 points. Donc ça fait partie, la zone, d'une possibilité, surtout quand tu vois dans le soir, quand ils sont dans un bon soir ou dans un mauvais soir. Et clairement, sur la première mi-temps, ils sont pas dans un bon soir sur le tir à 3 points. Donc c'est quelque chose qui marche. Et surtout, une zone où t'as 2 bigs avec Mobley et Jarrett Allen. Si les mecs sont pas dedans à 3 points, ils vont forcément chercher à driver et tu les emmènes sur les 2 bigs où t'es obligé d'avoir des tirs de très haut niveau de Jalen Williams ou de Shai avec du toucher pour passer par-dessus les deux grands, donc ça fait un entonnoir. C'est bien coaché de la part de Kenny Atkinson, et j'ai trouvé que c'était bien coaché de la part de Kenny Atkinson de l'autre côté aussi, où j'ai vu un paquet de paniers sur des mecs qui ne sont pas des athlètes, des Niang, des Ty Jerome, des Dean Wade, avec des coupes dans le dos de jeu sans ballon, où les défenseurs sont mobilisés sur les arrières et ça part dans le dos, Mais pas sur les arrières ou sur les short rolls de Jarrett Allen. Oui, C'est ce que je voulais aussi. dire tout à l'heure, j'ai oublié. Mais Jarrett Allen, alors oui, il fait un chantier au rebond, dans la finition, sur les alley-oops, sur les pick and roll, mais dans le short roll, sur la première action du match, c'est short roll Oui. de Jarrett Allen, et passe direct dans le corner. Là-dessus, il leur fait énormément mal. 6 passes Jarrett Allen hier soir. Les deux ont été bons Ouais. là-dedans. Hein. Mais pour moi, de toute façon, cette victoire de Cleveland, elle est due à 2 trucs vraiment assez clairs quand tu regardes le game. C'est la taille, la puissance et les 2 grands qui ont été bons. Mais c'est surtout la victoire des seconds couteaux. Ils sont à 7 joueurs à 10 points ou plus. Ils ont Dean Wade qui a 11 points et qui défend merveilleusement. Il est magnifique. Il se met une pelée sur Shai au 2 premiers Magnifique. quarts. Non, mais Bravo! Non, mais Oui. attends, moi, je suis ok, d'accord. Bon, Voilà. il est en deny quasiment, gros. Incroyable. Oui. Caris Levert, 8 points. Max Truss fait une entrée exceptionnelle Max Truss, d'adresse. gros, Il finit à filocheur de 17 l'espace. points, 5 passes décisives. Vous rajoutez à ça Ty Jerome qui joue 11 minutes. Il a 15 points. C'est Steve Nash, en fait. Non, mais Ty Jerome, attention. Il y a On le coupe pas, on l'adore. Il y a que Grosse Face qui a été mauvais, gros. Genre, Ouais, il fait un passage au premier mi-temps. Il met quelques filoches. Attends, il met combien finalement? Il met une seule filoche sur une petite remontée sur un Oui, pick and roll, là. Après, dans des matchs où ça va vite Très comme ça, où intense. c'est ultra physique, c'est un peu plus compliqué. Il loupe un layup tout seul sur Ouais, une action. En première mi-temps, il loupe. Oui, Il s'en va. Il est à ouf, le mec. Mais donc, c'est vraiment c'est la grande victoire des seconds couteaux de Cleveland. Tous les mecs que t'attends pas, tous les mecs qui arrivent à profiter des espaces créés par Donovan Mitchell, même s'il est maladroit et Darius Garland, les grands sont impactants et tous autour. Ty Jerome, il fait un match. Franchement, si ton meneur backup, il arrive, il met 15 points, il est d'une efficacité. Le layup main gauche, là, qu'il met, là, vraiment, on dirait un gars de NCAA, Div 2, mon gars. Il y a 2 mecs qui vont au contre. Il a aucun souci avec ça. En fait, l'effectif dégage beaucoup de confiance. Et ce match était important pour les remettre sur la carte. L'avantage, c'est qu'il y a un rematch dans 8 jours, les gars. Exactement, le 17 janvier. Eh ouais. À OKC. Ah, ok, si. et- Incroyable. On voit le collectif hier soir donc des Cavs avec cette saison pardon. Vous voyez un peu le Ty Jerome, à 10 points. partage du scoring Ty Jerome. avec notre ami Caris Levert en 6e homme qui me régale vraiment. Je pense que ça sera un peu court pour être meilleur 6e homme. En tout cas, son impact en sortie de banc, elle fait vraiment kiffer. Mais je sais plus ce que je voulais Il est dire. là ton micro, Stephen. Il est là mon micro. Je sais plus ce que je voulais dire sur. Histoire trop longue. Non, c'est pas ça. C'est que dans 8 jours, faudrait pas que Cleveland, allez vous faire les mecs, gros. Alors, ça va, on rigole. Oh, foutez de ma gueule comme ça. quoi. Mais ça va pas ou quoi Il faudrait pas que. Il faudrait pas C'est Cleveland qui disait ça, les Cavs, c'est genre. Putain, là, le mec, il a envoyé une insulte. Il faudrait pas que dans 8 jours, ils prennent 129 millions encore. Ok, si elle est la problématique de. À de- domicile, bon. Aussi. Et- C'est mon été. Moi, ça m'a surpris que ça soit un match aussi prolifique en Mais attaque. parce que c'était 2 très bonnes équipes. Ouais. Parce que les défenses ont été très bonnes. Mais juste, les équipes sont, en termes de C'est concentration, pour ça que c'est un d'adresse, bon match. C'est un best de C'est qu'on match. a vu beaucoup de paniers, Voilà. mais on a vu 2 bonnes défenses. Exactement. Et 2 équipes qui jouent à 10 ou 11. En plus. Ouais, aussi, t'as raison. Le fait est que Cleveland a gagné. Le bilan, il est de 32 victoires pour 4 défaites. Et donc, il n'y a Wow. que 4 équipes qui ont fait mieux que Cleveland après 36 matchs. C'est les Warriors, donc en 2015-2016, avec donc 34-2. Les Sixers qui ont fait 33-3 en 66-67. Et les Lakers qui ont fait 33-3 en 72. Et les Chicago Bulls qui ont fait 33-3 en 96. Ils sont dans un... Oui, c'est un peu long à dire. Non, mais regarde, surtout que c'était devant Voilà. nous, là, regarde. Ouais, c'était là en fait. Et là, je veux qu'on ouvre maintenant le débat vraiment plus général autour des Cavs. Est-ce qu'on se rend compte, Steph, t'en as commencé à en parler, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'est en train de réaliser Kenny Atkinson et son équipe? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que rappelez-vous l'année des Warriors quand ils étaient à ce bilan-là, mec, c'était tous les jours on parlait que de ça. Ils vont faire péter le record des Bulls, ils vont faire.
Cleveland, mine de rien, on n'en parle pas, alors que les chiffres sont hallucinants. Gros. Ils sont invaincus contre toutes les équipes de la alors ils n'ont pas joué tout le monde, mais la conférence Ouest qui est censée être supérieure, ils n'ont pas perdu un match contre les équipes de la conférence Ouest. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on mette encore des bémols, mais là il va falloir être bon pour essayer de me convaincre qu'il y a des bémols sur cette équipe des Cavs. Alors est-ce qu'ils vont faire 70? Je sais Je pas. leur souhaite. Quel est le record historique de la franchise des Cavs? Ah, bonne question, tiens, je vais te dire. Parce que je pense qu'il faut viser ça. Gros. Moi, je sais pas si ça va faire 70, mais 67, 68, 69, on va y aller. Hein. Alors, on met les impondérables de côté, hein, les blessures et les trucs comme ça. Mais Le record, c'est 2008-2009 avec LeBron, du coup, 66 victoires. C'est la deuxième Vous voulez faire équipe. péter, gros. C'est la deuxième équipe NBA qui produit le plus de passes décisives. C'est ce qu'on dit depuis le début de la saison, quand on était revenu quand on a commencé à mettre de la lumière sur cette équipe des Cavs cette saison. On s'est dit attends, il se passe quelque chose. On se disait c'est une équipe. Moi, j'ai jamais vu ça dans la construction. C'est-à-dire que tu as un backcourt qui est très fort. C'est peut-être pas le meilleur NBA, mais c'est très fort quand même. C'est deux vrais talents. Et tu as deux tontons aussi à l'intérieur qui sont très... Est-ce qu'on a souvenir d'une équipe où avec deux aussi forts arrière et deux aussi forts intérieurs? C'est une bonne question pas simple, hein. que tu aurais pu nous envoyer il y a une heure. Là, Non, comme mais ça, non. moi, je peux penser aux Pistons avec Billups et Hamilton et les deux Wallace à l'intérieur. Ah, bah oui, JL, non? Oui, mais c'est Bah, rare. JL. Quoi. Ce que Ah je veux oui, dire, voilà, c'est que c'est rare dans ce sens-là. Écoute, on pourrait réfléchir à ta question. Si, je pense que quand même que les Lakers 2004, Malone, Shaq, Gary Payton et ouais, Kobe. oui. Ah bah oui. Oui, mais c'est Bah, sa question. du fin de carrière. J'arrive pas à avoir de similitude là-dessus. Ah ok, bon bah 4 of Fame Non, sur les parce 4 que- postes, mais ok. Ouais, d'accord. parce que Mais bon, bref, on a dans la tête construction. Payton et Malone qui sont sur la jante. Gary Payton, il est titulaire, il est au Star l'année Oui, d'avant, oui, Malone, oui. bref, on s'en fiche, on discute. Ce qui est sûr, c'est que la construction est incroyable. Moi, ce qui me bluffe, c'est la différence entre ce qu'il faisait l'année dernière et l'année précédente avec JB Biggerstaff, qui les amenait en playoff avec le désarroi qu'ont connu les fans en post-season, et puis ce qu'il est en train d'en faire, Kenny Atkinson. La différence de visage entre les deux équipes, elle est incroyable. On en revient toujours à l'impact d'un coach qui va apporter tactiquement, le discours aussi. Ils ont commencé avec 15 victoires d'affilée, on en a beaucoup parlé. Puis ensuite, ils ont perdu, bon, ce qui peut arriver dans une saison régulière. Puis ils ont continué à faire des séries ici ou là. Et là, tu te retrouves encore à 11 en jouant des grosses équipes avec des écarts de 11 points par match. Le différentiel, il est à 11,7 pour les Cavs. Non seulement elle est bien construite, mais elle est ultra régulière. Elle a très peu de temps faible. Elle a réussi à avoir 4 stars, ok, mais elle a un banc, on en a parlé tout à l'heure, de très très haut niveau. Moi, ce qui me bluffe, c'est juste la consistance, tu vois, la constance de l'équipe et le fait que, ouais, bah, en fait, il n'y avait pas beaucoup de points faibles. Leurs 4 défaites, pardon, Steph, leurs 4 défaites de la saison, c'est à Boston, 2 fois contre Atlanta, à Ouais. domicile Oui, et à bah l'extérieur, et donc à Miami. Donc, à part Boston, en plus, les autres, c'est des défaites Et les Bucks, évitables. mais qui comptent Ouais, pas dans le presque. bilan. Et les global. Bucks aussi sur comptent pas. Ah, non, NBA. pardon. Si, c'est ça. Oui, si. Ah non, c'est ok, si, t'as raison. C'est ok, Bref, si, pardon. Oui, il a dit les Bucks en plus. Oui, mais non, il faut qu'on dise un truc, Erwan. Ah. Toi et moi, on a été témoins. Pardon. Allez, vas-y! On a été témoins d'une discussion avec Kenny Atkinson, avec l'équipe de France. Kenny Atkinson qui était mon coéquipier, donc on a bien discuté. Ce mec-là était parti dans l'optique. C'était au tout début, on était fin août. Il était parti dans l'optique de, il va falloir peut-être changer des choses parce que j'ai vu que ça matchait pas Darius Garland avec Jarrett Allen et compagnie. Donc Darius Garland, qui est un fantastique joueur, mais qui est peut-être une bonne monnaie d'échange. Mec, il a transformé Darius Garland. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Darius Garland soit en haut de la piste, en haut de la pile, dans le dossier de trade. Ah non, j'espère Mais, pas. mais hein. Steph, faut aller plus loin parce que cette discussion elle était extraordinaire. Donc, au sortir de la finale des Jeux, dans cette belle soirée qu'on a vécue ensemble, c'est que Kenny Atkinson, il croyait pas, il nous avait confié gentiment, là, il nous a pas envoyé une bombe non plus, mais que ce backcourt Garland-Mitchell, il trouvait que c'était trop petit pour réussir NBA. Et en même temps, jouer avec deux grands, pas fan, c'est l'un des premiers qui a commencé à dire au sein de l'équipe de France pendant cet été, Gobert, Oui, Wembanyama, ça marche pas. je suis pas fan qu'on joue avec deux grands. Il se retrouve à jouer avec un petit backcourt alors qu'il sait pas ce qu'il Et de grand, alors qu'il aime pas ça, et de gros. grand alors qu'il aime pas ça. Il a bien C'est ça bossé. qui est- C'est ça qui est incroyable. Il a bien bossé. C'est ça qui est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une crampe. Il a une crampe! Il a une crampe, j'ai jamais vu ça! Les cotes Winamax, notre partenaire pour voir où sont situés les Cleveland Cavaliers après cette nouvelle victoire, eh ben ils sont, j'ai presque envie de dire, que troisième. Bah oui, mais on en revient toujours à cette question là du respect et tout. Donc Boston 3-20, Oklahoma 3-75, les grands favoris de chaque conférence. Cleveland est donc à 10, à presque pareil que les Knicks à 12. Mais on en revient toujours à ce truc de respect. Est-ce que pour vous, cette victoire et cette saison changent quelque chose dans la perception que vous avez? Hier, j'ai dit dans Clutch, et cette victoire continue d'aller dans le sens de ma réponse, c'est tant qu'ils n'ont pas tapé Boston sur une série de playoffs,
quel que soit le moment, on imagine en finale de conf, je ne pourrais pas les imaginer comme des vrais contenders. C'est peut-être horrible, c'est terrible, on peut me dire ouais t'abuses et tout, c'est ma vision des choses. Et ça marche pour Oklahoma, c'est la même chose, les deux équipes. Et les cotes expliquent ça, c'est qu'aujourd'hui, les playoffs, c'est autre chose. Et que on a toujours du mal à mettre une équipe qui n'a rien fait avant, qui fait une saison régulière exceptionnelle, à favori pendant les playoffs, parce qu'on sait que c'est un autre basket, parce que c'est un autre niveau d'expérience et d'exigence, et qu'on préfère mettre Boston, qui est champion en titre, et qui, mine de rien, fait une saison régulière très solide, parce qu'on sait qu'ils connaissent la post-season, ils connaissent les Game 7, ils savent ce que c'est, alors que Cleveland, ils vont partir dans l'inconnu. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils sont pas tout en haut, malgré la saison régulière. Et disons aussi que si tu fais 70 victoires dans l'histoire de la NBA, tu vas forcément en finale NBA. S'ils font 70, et admettons qu'ils n'y aillent pas, ce sera la première fois dans l'histoire. Donc, attention à la barrière des 70. Mais après, il y avait une équipe qui a fait 73 victoires, qui n'a pas été championne. Au moins, elle est en finale. Ils sont au moins là en finale. Mais le plus expérimenté de cette équipe-là, c'est Tristan Thompson, qui aujourd'hui a vraiment un rôle de grand frère. Rôle solide. Au niveau du clapping, il est très bon. Non, mais après, il a on l'a vu parler à la fin du match, j'imagine qu'il amène de l'expérience et qu'il parle de son vécu. Mais c'est vrai que Donovan Mitchell, il a pas fait de finale de conf. Même, il y a aucun joueur qui a fait ne serait-ce qu'une finale de conférence. Et on sait que les playoffs, c'est un autre métier. Donc, pour moi, c'est pas faire offense aux Cavs d'aujourd'hui de dire, mes favoris à l'Est, c'est les Boston Celtics. Parce que tout à l'heure, Steph, tu disais, attends, ils sont invaincus contre les équipes de l'Ouest, et on sait que l'Ouest, ok, si, il y a quelques certitudes, et tout le reste, il y a que des équipes où c'est très flou, on sait pas trop le pourquoi du comment. Mais le plus gros des Cavs, c'est les Boston Celtics. Moi, aujourd'hui, s'il y a une série qui commence entre les deux, même aujourd'hui, je mets mon argent sur Boston. Mais c'est comme ça. Mais grave, et la réalité, c'est que l'écart se réduit. Avec ce type de match, ce type de performance, on verra, à l'extérieur, s'ils sont capables de produire le même match et d'aller gagner face au Thunder. Il n'empêche que jouer grand, jouer dur, défendre, avoir des mecs qui sont bons dans le money time, c'est des choses qui nous permettent de réduire un petit peu l'écart avec les Celtics. Et Boston a deux arrières de grande taille, Tatum, Brown, Derek White, Drew Holiday, et ils ont deux bigs avec Porzingis et Al Horford. Voilà. Donc ils peuvent matcher. Est-ce qu'aussi Cleveland, il nous rappelle pas certaines équipes qu'on a vues survoler des saisons régulières? On se souvient de Phoenix, de Steve Nash, de Steve Nash. On se souvient aussi plus récemment de Toronto. Avec l'époque de Rosanne. Finalement, ils survolaient la saison régulière, mais finalement en playoff, ils sont jamais allés en finale NBA. L'époque de Rosanne, je dis pas l'époque Kawhi. On se souvient de Atlanta qui avait fait une saison régulière exceptionnelle, qui avait envoyé là pour le coup 4 joueurs au All-Star Game, et finalement rebelote, ils vont pas en finale. Les deux équipes, il y avait LeBron en face à chaque fois. On se souvient de Utah avec Donovan Mitchell déjà et Rudy Gobert, premier à l'Ouest. On se dit ça va même pas en finale de conf. On les connaît aussi, ces équipes-là surprenantes qui font des bonnes saisons régulières, mais qui sont rattrapées par l'enjeu des playoffs. La seule chose que je peux dire pour aller dans le sens des Cavs, c'est que aucune des équipes dont tu parles avait des paces à 70 victoires. Là, on parle quand même de saison ultra historique. On l'a dit, 66 victoires avec LeBron, c'était le record pour la franchise des Cavs. La deuxième meilleure saison, c'est 61 victoires. Donc, voilà, la seule chose que je peux mettre en perspective, c'est s'ils continuent d'être à 88% de victoires et de finir 68, 69, 70, soyons fous. Je pense que on pourra peut-être imaginer qu'ils soient dans une autre strate. Voilà, c'est la seule chose. Mais t'as raison, t'as raison, mais la réalité, et ça sera tout le temps comme ça, c'est que tant que t'as pas vu une équipe être championne, t'as du mal à te projeter. Mais comme le Thunder! Ouais, pour moi, c'est la même chose. Regarde Denver. C'est la même chose. Regarde Denver. Avant qu'ils gagnent, on se disait, mais attends, mais tu vas voir, ils ont jamais gagné, mais hop. Et maintenant que ils ont été champions, alors qu'ils sont bien plus struggle qu'avant, on se dit, oui, mais attends, peut-être que, tu vois, c'est fou comme la perception. Les Bucks, pareil, la perception change. Même pour les Celtics aussi avant qu'ils gagnent. Mais bien sûr. Exactement. C'est l'histoire de la NBA qui est comme ça. Voilà. Donc gagner quelque part, c'est le premier tampon à mettre pour après avoir un regard différent. C'est peut-être injuste, c'est peut-être dur, mais c'est la réalité de cette NBA et c'est pour ça qu'on se régale. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez les Cavs aller en finale NBA et donc évidemment sortir les Celtics. En tout cas, ça serait des finales de conférence. On a encore un peu de chemin, mais pour l'instant, on se dirige là-dessus et j'ai presque hâte d'y être. Tout à fait. Allez, on va se plonger dans la palette, puisqu'il y a un autre joueur qui est revenu, il n'y a pas que Zion, c'est Kawhi Leonard qui a fait 2 petits matchs, on va essayer de prendre un peu la température de ses premières sensations à notre ami Kawhi. Les Clippers l'ont au moins autant attendu que le PSG la Ligue des Champions, mais lui au moins il est revenu, il est arrivé en tout cas. Ouais, elle est gratuite parce que j'ai pas oublié ta petite blague de merde en début d'émission, avant de tourner l'émission. J'ai dit, vous avez l'autoroute pour la deuxième place. Ouais, non. C'est exactement ça. En off, t'as dit un truc sur les trucs de l'OM tout à l'heure. Vas-y, mais je t'ai pas oublié. What? Kawhi est de retour. C'est Michael Jordan en fait, il s'invente des problèmes pour être meilleur dans l'émission. Ça s'inventer des problèmes, t'inquiète pas que j'ai pas attendu Michael Jordan. Retour de Kawhi, 2 matchs,
Donc, il était absent depuis le début de la saison. 12 points et 8 points. Une victoire face aux Hawks, une défaite face aux Timberwolves. Thomas, on a vu du bon et du moins bon avec Kawhi. Oui, exactement. C'est vraiment des matchs de retour. Donc, on va prendre le temps de regarder en palette eh bien, la manière dont Tyronn Lue a envie de le mettre sur le terrain. C'est la première chose à raconter. À noter que sur les 2 matchs, il prend 11 tirs et 11 tirs. Donc, on peut quand même avoir un petit échantillon pas mal. On y va tout de suite. Première petite palettas qu'on va suivre ensemble avec ce beau maillot rouge des Clippers. Sa nouvelle DA marche. C'est son premier tir, ça, au tout début du match face aux Hawks. Pas simple, Erwan. On va se la refaire en palette. La première chose, donc j'en parlais, c'est la line-up qui a changé. Donc James Harden est toujours, bien sûr, titulaire. Chris Dunn est 2. Norman Powell reste dans le 5 majeur. Et donc Kawhi joue 5 avec Zubac à l'intérieur. Un pick and roll classique de James Harden avec Zubac. Là, pour le coup, c'est une phase de jeu qui marche très très bien. Regardez la bonne défense là des Hawks qui va obliger à James Harden de lâcher la balle plutôt d'aller jouer son short roll à notre ami Zubac. On va chercher Kawhi. Et ça, quand même, pour un premier tir de reprise après 6 mois sans avoir joué, Stephen, c'est un tir de grande qualité. Ouais, parce que la passe est un peu flottante, donc il y a pas de décalage. C'est Zachary qui défend. Ouais. Et Zachary, il est plutôt là, il se dit bon, il va pas shooter quand même, je suis sur lui. Finalement, il lui met un museau. Bon, après c'est Kawhi Leonard, parce que ce genre de tir-là, pour nous peut-être que ça choque, pour lui peut-être que c'est un tir normal. Il y a rien de fou sur cette palette. On va rien découvrir tactiquement. Nous, j'ai voulu la mettre cette palette parce qu'en fait, je me dis, le mec, c'est son premier tir, il a pas joué depuis 6 mois, et il envoie une énorme filoche avec une passe molle et avec un mec de 2,08 sur le museau. Peut-être que c'est plus facile de se rassurer quand tu reviens d'un pépin physique de prendre un tir à 3 points plutôt que d'aller sur un drive où il y a du monde. D'ailleurs, et éventuellement... il a des bons pourcentages à 3 points, il a des pourcentages plus compliqués à 2 points. Allez, on va sur une deuxième action, on enchaîne, on va voir toujours que Kawhi joue poste 4 dans cette équipe, mais ça va être une action un peu plus construite pour lui, comme ça à l'opposé. On va regarder jusqu'au bout. Et tu parlais de pénétration, de canne, etc. Ça, c'est une action intéressante pour un mec qui est sur le retour. C'est toujours son premier match face à Atlanta. Donc, toujours Harden et poste 1. Chris Dunn est titularisé sur le poste 2. Et donc, Kawhi joue poste 4. Le mec à droite en bas, c'est Norman Powell, qu'on voyait pas dans l'écran, mais qui est quand même là. Un Steiger vertical classique pour démarquer un ailier. Il va remonter là comme ça après les 2 pauses d'écran. Plutôt bien défendu, disons-le, par DeAndre Hunter. Un pick and roll enchaîné là-dessus sur sa main gauche avec Zubac. Il y avait peut-être encore une fois un petit short roll à jouer, mais Kawhi, les passes, c'est pas son délire. Il préfère jouer solo. On est dans le début du 3e quart-temps. Et là, voilà, on met dans le dos, on utilise les fesses et il va aller chercher le tir. Encore une fois, c'est un tir plutôt difficile pour un mec qui est en phase de reprise, Steph. Ouais, un tir compliqué. Tu vois qu'il est quand même... Il est pas si aérien que ça en fait, parce que il a du mal à sauter sur son flotteur. Il reste près du parquet, mais en déséquilibre. Il essaie de gratter la faute, il l'a pas. Écoute, c'est du Kawhi dans le texte, Erwan. C'est du Kawhi dans le texte, et je trouve ça intéressant. Il y a 2 choses que j'ai trouvé très intéressantes sur le retour de Kawhi, c'est ce que Tyronn Lue fait, de le faire jouer en poste 4, laisser Norman Powell en poste 3. Tu l'as dit, c'est intéressant pour garder un bon équilibre de l'équipe. Et c'est que on le voit pas sur toutes les actions, mais qu'on voit, on joue pour lui aussi. Tu vois, et ça, on va le voir sur l'action d'après aussi, c'est que là, c'est un vrai système avec une remontée pour qu'il soit, tu vois, petit à petit, pour le remettre. Ouais. Pas juste, on va te planquer, tu vas prendre des bouts de chaîne. Ouais, mais c'est bien de le dire. On est là pour le dire. Absolument. Voilà. 3e action, on y va pour continuer avec Kawhi. Là, cette fois-ci, on va sur son 2e match face à Minnesota à la défense de Rudy Gobert et des Wolves. C'est Anthony Edwards qui lui défend dessus. Et vous parlez tout à l'heure de son tir à 3 points. Et bien, sur cette action, on sent qu'il est plutôt en jambes. On y retourne. Toujours le même 5 majeur. On est dans le début du match face à Minnesota et on voit déjà les efforts aussi d'Anthony Edwards. Donc on lui laisse pas trop d'espace quand même à Kawhi. On connaît bien sûr son pédigré. Le petit jeu à 2 avec Zubac pour leur laisser l'isolation, enfin le quart de terrain, pardon. Le petit jeu à 2, la remontée, le petit décalage, là, le petit démarrage de Kawhi Leonard. Zubac aime bien faire ça, les petits end-off et enchaîner ensuite avec un pick and roll. Et là, Vous connaissez la défense de Rudy Gobert. Je vais pas vous mentir, Anthony Edwards, gros, il est en mode branlette. Alors, il est en mode... Après, il est tout seul à défendre sur 2 mecs. Non, mais mais déjà dans l'attitude, mec, la nonchalance, regarde. C'est pas une palette. Regarde là. C'est un début de match. Ce qui est sûr, c'est que Kawhi Leonard, dans sa confiance de début de match face aux Hawks, il a pris un tir à 3 points face à Minnesota. Encore une fois, il prend ce tir en jambes et en rythme. Et on le voit sur la fin, il sourit, il a le smile, il est content de mettre des filoches. Il est content, puis de dire Anthony Edwards, gros, fais un effort quand même pour défendre c'est un début de match de mais saison surtout, on a vu le Steiger, là on voit un jeu à 2 avec Zubac, on lui laisse des quarts de terrain, on lui donne des ballons. Donc c'est ça que j'aime bien, moi, surtout chez les Clippers. C'est logique, gros. Toute superstar dans n'importe quelle équipe, quand il a été blessé, il revient. Il a quand même des systèmes pour lui, parce que c'est très bien. Tyronn Lue, il avait préparé des choses avec l'optique d'avoir Kawhi Leonard dans son effectif. Donc il les ressort quand il est sur le terrain. Absolument, les Clippers sont à 27, ils sont 7e de la conférence Ouest. Dernière action, pour vous montrer que
bah, quand on revient après autant de temps d'absence, bah, forcément, on n'a pas toujours les jambes hein, pour tirer. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Déjà, on y retourne avec ce poste 4, toujours. On a parlé d'action collective à l'opposé, du end-off, des staggers. Là, c'est un contre 1 pur. Il a l'avantage physique sur Donte DiVincenzo. Et il va jouer donc sur un contre 1 parce que Kawhi est un monstre là-dessus. Les dribbles, il n'y a pas une énorme différence dans la profondeur, mais il va quand même se créer son petit espace avec ce step back dont il a l'habitude. Et là, regardez ce tir, on sent bien que c'est un mec qui est pas énormément en canne. Voilà, il sort pas beaucoup de ses appuis. Basket de reprise à la hoops, hein. Début de cercle. Début un peu froid. Non, mais ça, c'est des tirs à lui, tu vois. Il crée l'espace comme ça. Tu vois, ne serait-ce que sur la remontée, Steph, Oui. on voit qu'il a besoin de se resituer. Mais- Ça, c'est un petit manque de canne. Ouais, parce qu'il crée l'espace, donc DiVincenzo est sur un appui arrière, il revient, et plutôt que de prendre le tir tout de suite, il remet sa jambe droite un peu plus près de son appui gauche pour avoir un peu plus de canne et d'assise, alors que normalement il le prend direct. Voilà, ça tout va rentrer dans l'ordre d'ici 15 jours, hein, je Bon, pense. et l'info qu'on a, bien sûr, vous l'avez vu, hein, il a pas joué le match d'hier soir. Il est parti aider sa famille ils font partie des victimes terribles des incendies à Los Angeles. Exactement. Et on salue notre ami journaliste Brad Turner, qui lui aussi a dû être évacué. Oh la vache. Et tout va bien, et on embrasse, et on a une pensée évidemment émue à tous nos amis de Los Angeles. Les prochains matchs pour Kawhi, ça sera donc dimanche face à Charlotte et mardi face à Miami, tout ça à domicile. Pas mal. Voilà, eh ben on a fait le tour et on va pouvoir se lancer dans le premier quiz de 2025 et c'est un petit peu un nouveau départ pour moi, je vous cache pas. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz et qui dit 2025 dit nouveauté pour Steph. Pas du tout, il se foutait de ma gueule. Je suis content de vous revoir à 3 sur ce canapé. Ouais, bah pas nous. voilà, Le canapé non plus. est moins content par contre. Le canapé grasse un peu. Ça va, Steph? Ouais, très bien, Tom, ça va et toi? C'est vrai que tu m'as dit 2025 que on joue au tennis? S'il te plaît. Ouais, merci. On va S'il te filmer plaît. ou pas? Y a pas un live Twitch là qu'on rigole? Si, on va faire un truc, je pense, mais j'attends de récupérer une raquette, déjà. Oh bah d'accord, on est là. D'accord. Ça On en veut est dire là. la qualité du joueur. Deuxième étape, on récupère les chaussures. Ah ouais, d'accord. Avec une raquette de padel, il va pas Troisième comprendre. étape, apprendre les règles, comment on compte les points. Pour ce quiz, exceptionnellement, j'ai 2 choix d'énumération, c'est Steph qui va choisir. Parce Ok, que la dernière très fois, il était pas content. Soit j'ai une énumération, Steph, des joueurs qui ont été Hall of Famer en tant que joueurs et qui sont devenus coach. Soit une liste des 10 big men avec le plus de matchs à 2 contre et 2-3 points dans l'histoire. Sur un match. 2 contre et 2-3 points sur un match. Ouais. La liste du top 10 all-time. Enfin, je crois que Prends le premier, ouais, je vais prendre les coachs. Hall of Famer qui sont devenus coach. Allez, je m'ouvre la liste. Il y en a 25 et tu peux commencer. Oh la vache, faut réfléchir un peu là. Moi, je commence. Des Hall of Famer joueurs. Qui sont devenus donc coach derrière. Ah ouais, mec. Tu veux qu'on l'écrive ou... Faut se projeter là. Hein. Je sais pas. Non. Alors prends l'autre liste. Non, mais attends, on va commencer, ça va le mettre sur les rails. je Vas-y, pense. vas-y. Moi j'ai Chelsea Billups. Voilà, je pense que c'est pour ça. Larry qu'on fait. Bird. Larry Bird. Voilà, tu vois. Ouais, ça va bien. Jason Kidd. Jason Oui. Kidd, bien sûr. C'est beaucoup plus dur que Ouais, ce qu'on ouais, imagine. vraiment. J'en ai un autre. moi. Magic Johnson. Ah, bâtard. Magic, bien Bah sûr. oui, pas beaucoup de matchs, mais. Il m'a mis dans le dur. Souvent, s'il y a Magic, Ah oui, il y en a d'autres, il a raison. souvent, s'il y a Magic, souvent, s'il y a Magic, Qu'est-ce que j'ai dit? Tu penses à Larry Bird? c'est dit. Oui. Souvent, s'il y a Magic, un autre joueur des Lakers. Oh la Non, vache, Hall of putain. Famer. C'est très complexe, ça, je vous le dis. Ouais, attends, faut se Il a donner un peu raison, de temps. il a raison, c'est pas si simple. Faut se donner un peu de temps. Pensez aux légendes de Boston, par exemple. Oui, bah d'accord. Ah, bah oui. Jojo White, non, pas Jojo White. Non, oui, tu tombes toujours. Putain, Le comme il petit, s'appelle. l'arrière. Ça m'énerve. Très mauvais. Hein. Je l'ai pas. Éliminé. Allez, on enchaîne. Hein T'en as un T'en as un Vas-y, envoie le qui suit. Ok, je peux gagner quand même sur Bill Russell. Bill Russell. Bill Russell, Bah bien oui. sûr. Bah oui, joueur coach. coach. Super, bravo. Mais même, Il y avait Kevin Oui. McHale, Kevin McHale. Oui, Wes aussi. Unseld, Lenny Wilkins, Bob Cousy, Elgin Baylor, Willis Reed, Bob Lanier. Oh la vache. Il y en avait, hein. Ouais. Il y en avait. Vous connaissez les mecs joueurs. récents, il y avait- Belle presta. Récemment, il y en a. On les a tous dit. Bon, on va sur le qui suis-je. Hein, c'était pour chauffer de toute manière. Belle énumération en tout cas. Vas-y, la- Belle énumération. Beau warm-up. C'est lui qui a fait le choix. Hein. Fais la deuxième énumération. Beau warm-up. Non, vas-y, enchaîne. Bon, les 10 qui ont mis 2 contre, Ouais, c'est on bon, a rien c'est bon. compris, vas-y. Sans faire leur lacet, ça va Compliqué aller. cette semaine on à le fera- trouver des On le énumérations. fera à la rédaction. Allez, le qui suis-je Je suis né le 25 février 1989. J'ai donc 35 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2021. Aujourd'hui, je suis scout chez les Chicago Bulls. Mais, commençons par le commencement. Je suis un très gros prospect au lycée.
Par plusieurs magazines, je suis placé parmi les 10 meilleurs arrières du pays. Je reçois des offres de beaucoup de facs. C'est finalement à Purdue que j'irai pour un cursus complet. Kivo Gans. De 2007 à 2011... Ben Jordan? De 2007 à 2011, je progresse jusqu'à ma saison senior où je tourne à 18 points, 5 rebonds, 3 passes. Je me présente à la draft la même année, en 2011, mais les scouting reports doutent de mes qualités physiques pour exister dans la Grande Ligue. Je suis appelé à la fin du second Ça tour, va tout ça. à la 55e position, à la 55e position par les Boston Celtics. Je débarque dans une équipe de Boston qui va aller en finale de conf. Un vrai boost d'expérience dès ma saison rookie, même si je joue des miettes, vous vous en doutez. Je ne resterai pas plus longtemps dans le Massachusetts. À l'été 2012, je suis bougé dans les trades. Je termine au Magic pour le début de la saison 2012-2013. Oh, c'est qui ça? En Floride, je resterai 2 saisons, jouant plusieurs matchs dans le 5, où je passe les 20 minutes de moyenne. Je suis le backup de JJ Redick, et je tourne à presque 8 points, avec mon numéro 55. À Orlando? Oh Kenyon Dooling. Kenyon Dooling. Non, Oh, c'était bon ça, non? Non, 55. Attends. C'est Kenyon Dooling. 55 comme ça, draft. Après le Magic pendant 2 saisons, je pars à Chicago pour 2 saisons de 2004 à 2016. Antoine Moore. Eton Moore. Ça part à Eton Moore. Bravo, Erwan, bon retour. Bon retour dans les Bravo, Pelicans, en plus Perdu c'est et fort. tout. Ah putain, il fait du bien 55. celui-là. Bravo, 55 perdu Antoine Moore. Oui, Super ma quiz. man. Il a joué 2 ans à Barcelone. C'est bon, arrête. Pas du tout, hein, pas du tout. Pas du tout. Je connais Lova Moore et Demi Moore. Je vais pas Ethan Moore. Eton Moore. Bah, c'est le- c'est- Eton Moore, c'est le- mais c'est si, le après, Roger, dans le je connais Pelicans, Roger Moore. c'est titulaire. Il y a Roger Moore aussi. Antoine Moore. Oh, celui-là, il Étoile, fait- étoile. Bravo, il est bon. Hein Antoine. Étoile. Antoine, ouais, ça s'écrit, c'est pas Antoine. Étoile de neige. Bon, ben merci, c'était une très belle première pour 2025. Merci Tom, c'était un Merci. quiz. C'était un quiz. On fera mieux, Stéphane. Merci Thomas, merci Léo, merci à Jérém, merci à Imen, merci à Apollo. On se retrouve lundi pour un Big Monday incroyable avec un match à 22h, le NBA Classic Game entre les Bulls et les Knicks 2012. Melo face à Derrick Rose. Ne faut pas rater ça. On se retrouve lundi. Merci l'équipe, bon week-end. Et puis sur la chaîne YouTube, il y a plein de choses à suivre. Ciao, ciao. Hop, hop, hop. Putain.